Et là, en 2020, on a remporté un appel d'offres interministériel pour équiper l'ensemble des ministères, académies, ambassades, services déconcentrés en France. Vous avez donc la programmation, la modération et vous allez avoir du coup l'analyse. 110 000 utilisateurs, 6 millions de posts publiés. C'est un service qui va checker H24, 7 jours sur 7, si tout se passe bien. Aujourd'hui, nous, on a la veille, la programmation et l'analyse. Ouais. C'est la modération qui va arriver. L'humain devient une espèce de fusible pour créer l'IA. Bonjour à tous, aujourd'hui sur Almost Human, je vais recevoir Jonathan de Swelo, qui est une boîte qui fait de la gestion de réseaux sociaux de manière programmative, etc. Et ils vont peut-être intégrer l'IA, et en tant que boîte du digital, ils utilisent très certainement l'IA dans leur process. Et du coup, j'invite Jonathan aujourd'hui pour en parler. Salut Jonathan, ça va ? Salut Jean-Baptiste, ça va très bien et toi ? Trop cool. On a déjà pas mal parlé avant de démarrer l'enregistrement et là on va cibler sur l'IA pour le podcast. Est-ce que tu peux te présenter Swelo rapidement, vos actus, ce genre de trucs ? Bien sûr, avec grand plaisir. Écoute, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Jonathan, je suis CEO et cofondateur de Swelo. J'ai 28 ans et pour raconter l'histoire très rapidement, avant de parler de Swelo et du produit, j'ai commencé ce projet-là quand j'avais 15 ans, quand j'étais tout petit. Et donc 15, 16, 17, 18, 19, bref, ça commence à avancer. Au début, c'était vraiment pour répondre à mon propre besoin, parce que j'avais un blog high-tech et je voulais que mes articles de blog soient publiés en journée plutôt qu'en soirée, parce que j'avais compris, je ne sais pas comment, qu'il y avait beaucoup plus d'impact à publier en journée qu'en soirée. Et puis, en fait, on le met en ligne, ce MVP finalement, ce Minimum Valuable Product. Et dès la première semaine, le journal L'Équipe a commencé à utiliser justement ce petit MVP. Donc on se dit OK, alors on était deux avec Lancelot qui a quitté le projet au bout de 2 ans. Lancelot qui aujourd'hui est cofondateur de Ulysse.travel. D'accord. Voilà, le projet continue. Moi, je le garde et je me dis pour mon CV, ce sera chouette, etc. etc. Puis arrive mon bac, puis mon DUT que je fais par alternance chez tuto.com. Et à la fin de mon alternance, je me dis, OK, j'ai un choix à faire. Soit je continue mes études, je fais un bac+5 comme je le souhaitais, soit je m'arrête et je monte Swelo en entreprise, en sachant qu'à cette époque-là, on avait 20 000 utilisateurs, gratuits uniquement, mais toutes les chaînes de la TNT, toutes les chaînes de radio, des grands youtubeurs. Donc il y avait quand même Donc de la programmation de blog, 20 000 utilisateurs. C'est ça, on parle vraiment de la programmation de tweets. D'ailleurs, on était toujours sur la programmation de tweets. À l'époque, l'outil s'appelait Clock Tweets, programmer des tweets. Ouais. Et puis, le jour où je dis à mes parents, je pense que je vais m'arrêter, je reçois un email, vraiment au moment où j'en parle, du meilleur ami de mon grand frère qui est développeur. Moi, je suis plus web designer, intégrateur et toute la partie communication, etc. Et il me dit, écoute, je t'ai toujours promis que j'allais t'aider à justement développer quelques petites fonctionnalités sur Swelo. Là, je rentre de Berlin, je peux venir t'aider 2 semaines. Et ça va faire 7 ans maintenant qu'on est associés. Donc, l'histoire est quand même chouette. Et pour aller un petit peu plus vite, donc là, c'était en 2015. Et en 2016, on monte la société, on rajoute Facebook, puis LinkedIn, puis Instagram. Au fil de l'eau, on passe de 2 à 3. On fait une levée de fonds dans le sud de la France, puisqu'on vient de Toulon, dans le sud. Donc on lève 465 000 € auprès de la région PACA, du Crédit Agricole avec un fonds d'investissement qui s'appelle Créazur, de VAR Business Angels avec notamment Guillaume Passaglia, qui a cofondé le site VDM, Vie de Merde, et avec Olbia Invest. Du coup, c'est avec ces 4 fonds d'investissement, on a de la chance de lever 465 000 €. On passe de 3 à 6. Le temps avance, 7, 8. Et là, en 2020, on a remporté un appel d'offres interministériel pour équiper l'ensemble des ministères, académies, ambassades, services déconcentrés en France. Donc, ce qui est assez fou quand on l'a vécu, c'était vraiment fou. Et du coup, on est passé de 8 à 10. Aujourd'hui, on est 13. On recrute, puisqu'on recrute encore 3 personnes en CDI. Développeurs-développeuses, product designers et bizdev. Donc les 3 en CDI à Toulon, toujours. Donc on devrait passer à 16 bientôt. Et arrive le moment où je vais présenter Swelo, maintenant qu'il y a toute l'histoire qui a été faite. Mais bravo déjà, bravo mais c'est très gentil. Pour le parcours, c'est incroyable. C'est extrêmement gentil, c'est beaucoup grâce à l'équipe quand même, parce que l'idée est arrivée, mais derrière ça fait 7 ans qu'on travaille dur. Mais fier de cette réussite française et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui aussi. C'est très gentil et c'est vrai que je m'étais toujours dit... Le jour où je pourrais dire qu'on est fier, c'est le jour où on sera à l'équilibre. Et c'est vrai qu'on est à l'équilibre depuis 1 an et demi, 2 ans. Et du coup, je peux le dire, voilà, on est vraiment fiers de là où on en est. Donc, merci beaucoup. Et donc, Swelo, qu'est-ce que c'est ? Swelo, c'est une plateforme qui permet aux communicants de gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Donc, on va permettre aujourd'hui à 110 000 utilisateurs de faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram.
Là, on va rajouter TikTok au niveau des prochains réseaux qui vont arriver. Et en termes de fonctionnalités, grande fonctionnalité, il y a la modération qui va arriver aussi prochainement, ce qui fera qu'on aura veille, programmation, modération des commentaires, des messages privés et analyse. Et on va y arriver petit à petit, mais l'IA arrive aussi à la fois dans notre quotidien, comme tu l'as dit, mais également sur Swello, puisqu'il y a déjà des fonctionnalités qui ont pu être publiées. Mais voilà en tout cas où on en est et qui on est. Et juste, c'est vrai, un dernier chiffre, j'ai dit 110 000 utilisateurs, 6 millions de posts publiés depuis le 17 octobre 2010. Donc ça commence à faire une quantité assez folle aussi. Et dans les clients, donc j'ai cité le gouvernement, on a beaucoup d'éducation, beaucoup d'écoles. On a beaucoup de belles marques aussi, SNCF, on a Télém Assurance, on va avoir la ville de Paris, typiquement. Parce qu'il y a sûrement des enjeux de comment ça s'appelle, de propriété numérique, de garder ça en France aussi pour tous ces acteurs. Sûrement. C'est vrai que depuis toujours, nous, on est à fond, on est à Toulon, en France, etc. C'est très important et je sais que c'est un argument qui marche bien et encore plus depuis qu'on a le gouvernement, puisqu'on est hébergé sur les serveurs les plus sécurisés en France, qui sont chez Outscale, des serveurs SecNum Cloud. Au niveau RGPD, on fait extrêmement attention. On a notre DPO qui est là pour checker tous les outils qu'on utilise au quotidien, pour vérifier qu'on fasse du mieux possible pour toutes les données de manière générale. Après, on va avoir des audits de sécurité très fréquents. On a un SOC qui est en place au niveau de la sécurité. Donc, c'est un service qui va checker H24, 7 jours sur 7, si tout se passe bien. Donc, sûrement, je pense que c'est un argument très fort pour convaincre... Un outil qui marche, un outil français, et t'as le truc qui va ensemble. C'est ça. Trop cool. Du coup, dans les fonctionnalités que vous utilisez, vous avez donc la programmation, la modération... et vous allez avoir du coup l'analyse. Aujourd'hui, dans la programmation, potentiellement, une fois qu'on a programmé une dizaine de fois, qu'on commence à avoir des stats, on pourrait avoir l'IA qui est capable de remplacer. Dans la modération, une fois qu'on a des CRM ou des personnes qui travaillent justement dans le Customer Relation, qui donnent des modèles, des schémas, des profils types, on pourrait commencer aussi à trier les premières étapes avec l'IA. Et dans l'analyse, ça paraît assez évident, mais l'IA aussi peut beaucoup aider. C'est quoi, qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact selon toi et qu'est-ce que vous allez sûrement focus si ça révèle rien dans votre stratégie? Non, pas du tout. Alors, juste pour revenir sur ça, aujourd'hui, nous, on a la veille, la programmation et l'analyse. Ouais. C'est la modération qui va arriver. Ouais, c'est ça. Donc, nous, on a sorti récemment une fonctionnalité sur la programmation. Notamment la fonctionnalité de proposition de hashtag par rapport à ce que tu es en train d'écrire. Donc c'est de la génération de hashtags automatique. On passe par OpenAI. Et donc en fonction des quelques phrases que tu écris dans ton post, tu cliques sur un bouton, tu peux en régénérer et ça t'en propose. Ça a été très bien accueilli. Ça fait déjà presque un mois et demi qu'on a pu mettre en ligne cette fonctionnalité. On sait que l'IA, c'est pas toi que je vais convaincre, mais que l'IA est un merveilleux outil et nous aide au quotidien. On a quand même voulu tester avec une petite fonctionnalité pour voir comment ça allait être utilisé par nos communautés, par nos utilisateurs. Écoute, ça marche très bien. C'est-à-dire que les gens l'utilisent vraiment tous les jours, qu'importe le réseau, ça marche super bien. Donc on est en train de réfléchir à la suite, justement. Alors la première idée, et je ne révèle rien, c'est pas dramatique parce que c'est aussi intéressant justement d'échanger sur ce qui peut arriver, ce serait, je sais pas si tu as vu passer, mais on fait un calendrier des marronniers avec le blog du modérateur chaque année. Beaucoup téléchargé. C'est vrai qu'il y a beaucoup téléchargé. Là, à l'heure où on se parle, je crois qu'on est à 50-55 000 téléchargements, donc ça marche super bien. Mais attention, tout est à nuancer. On a commencé il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on avait 2000 téléchargements. Tous les communicants l'ont sur leur bureau une fois par an. Quoi. C'est ça, on remarque que ça arrive, que les gens le téléchargent de plus en plus. Donc c'est vraiment un plaisir. Mais bref, ce calendrier des marronniers, nous, on l'a intégré depuis toujours dans notre calendrier éditorial sur Swello. Donc, parce qu'il y a une fonctionnalité de calendrier éditorial. L'idée, ce serait de proposer depuis ces marronniers des posts préécrits en mode brouillon avec différents tons de voix. Tu vois, je sais pas, avec un peu d'humour, quelque chose de sérieux, voilà. Et donc, on utiliserait l'AI pour générer ces posts-là en fonction des précédents posts rédigés par l'utilisateur. Et la personne choisirait et modifierait après en fonction du réseau social, puisque chaque réseau social, ses codes est accessible. Ouais, totalement. Donc, tu es un restaurateur, la fête des pairs arrive, tu as 100 posts d'historique. Du coup, en choisissant un post de fête des pairs humoristique, on va avoir ton style dans l'humoristique qui va être proposé. Par rapport à l'événement. Trop cool. Je voulais juste revenir sur les hashtags avant de repartir là-dessus. Est-ce que vous vendez cette fonctionnalité-là comme une fonctionnalité avec de l'IA pour utiliser le buzzword,
ou justement vous avez plutôt une stratégie de c'est un outil, c'est intégré à l'intérieur, les gens l'utilisent sans forcément se rendre compte que c'est de l'IA, ils se disent que c'est peut-être de l'algorithme de recommandation, peut-être que c'est des mots qui sont rankés avec SEMrush en fonction du SEO, peut-être quelque chose comme ça. Est-ce que du coup ils utilisent en se disant c'est l'IA, parce que ça peut être aussi tranchant de se dire bah non, c'est choisi automatiquement par l'IA donc c'est forcément nul. Il y a quand même une partie des gens qui sont contre et des gens qui se disent oui ou non. Alors c'est une très bonne question parce qu'on fait les deux. Okay. C'est-à-dire que quand on a marketé cette fonctionnalité-là, quand on a communiqué dessus, on a indiqué que c'était via l'IA. Par contre, si tu vas sur la plateforme, c'est pas marqué. D'accord, donc par souci de transparence en communication, mais pas forcément... Exactement, alors je vais être très sincère avec toi, très franc, on n'a pas forcément réfléchi à cet aspect-là, c'est juste que là où la feature est positionnée, on n'avait pas forcément trouvé de moyen de l'indiquer. On a mis des petites étoiles, l'emoji petite étoile, parce que sur beaucoup de plateformes c'est ça quand il y a un peu d'IA, mais c'est juste fait naturellement. Et pourquoi pas ? En vrai, ça marche bien, donc pourquoi pas, mais je rebondis sur ça d'ailleurs pour aller un petit peu plus loin. On pourrait très bien rajouter encore une couche pour dire, voilà, on vous propose des hashtags via l'IA, mais on les a également comparés avec les hashtags qui fonctionnent bien, donc on vous propose ceux qui fonctionnent bien. Enfin, tu vois, ça peut être aussi notre idée de fonctionnalité. Totalement. Et du coup, je voulais juste finir avec ça. J'ai reçu récemment un type qui s'appelle Selim, qui travaille sur une boîte qui s'appelle Mark Copy. Et ils font du coup du contenu rédactionnel augmenté par l'IA et des rédacteurs web, etc. Et donc, dans les types de recommandations, il y a beaucoup ça. Et c'est vrai que ce qu'on voit dans les sentiments des réseaux, c'est que du coup, c'est une boîte de l'IA. Et donc, il y a des gens qui, par principe, ne veulent pas utiliser, qui sont contradictoires. Donc, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup convaincu mes parents qui sont juristes en leur disant cet article ou cette réponse à une lettre d'avocat automatique, je l'ai écrit avec l'IA. Une fois que ma mère avait dit ah ouais, elle est bien écrite celle-là. Et du coup, je l'ai convaincu par l'usage. Et je pense que c'est un peu la bonne manière de faire, c'est de le considérer comme un outil et pas comme une finalité. Et ça revient dans quasiment tous les épisodes, mais je trouve que vous faites bien de faire ça parce que ça vous permet de convaincre par le résultat, plutôt que de vendre du rêve et d'avoir des gens qui vont avoir un mauvais résultat et qui vont venir s'en plaindre. Complètement, c'est un peu la conclusion que j'allais te faire et on va sûrement en parler parce qu'après il y a aussi des risques par rapport aux réseaux sociaux, etc. Mais c'est vrai que pour moi, l'IA est un outil. Donc ça, je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit. C'est une bonne vision du truc. Et du coup, si c'est un outil que vous utilisez, que les communicants utilisent et que les plateformes utilisent, est-ce que, moi, la question qui me taraude de te poser pour cet épisode, c'est au final, est-ce qu'il y a toujours la place pour l'humain ou est-ce que ça va être des plateformes qui utilisent l'IA, qui écrivent les posts pour les envoyer à des IA qui lisent des posts et qui te donnent des likes en fonction du truc ? Ou est-ce qu'au final, c'est toujours un humain qui va devoir écrire et un humain qui va devoir lire le contenu ? La barrière est assez fine aujourd'hui dans ça, parce que la plupart des entreprises commencent à professionnaliser leur contenu avec des marketeurs, des communicants, des outils comme le vôtre. Et aujourd'hui, les plateformes automatisent leurs algorithmes, détection, création de hashtags, etc. Donc, on a l'impression qu'il n'y a plus vraiment de réseau social d'humain à humain tout bête où tu échanges juste un DM sur une plateforme parce que tu as vu une photo d'un chien, mais que ça devient juste du contenu sur des mots-clés, tu vois. Alors, ce n'est que mon avis, hein, bien sûr. Et c'est pour ça que tu es là, c'est pour avoir ton avis. Ça n'engage que moi. Mais moi, je pense que, comme je le disais, l'IA est et restera, je l'espère en tout cas, un outil. Donc, qui dit outil dit que ça ne va pas remplacer des personnes et des humains. On revient un petit peu sur le mot réseau social. Un réseau social, c'est nous, tu vois, on est en train de parler, on a pu discuter avant, etc. C'est vraiment plusieurs personnes qui parlent entre elles et ce soir, on va en parler à d'autres personnes. Aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu vois. Et c'est ça un réseau social, tu vois, c'est pouvoir partager avec d'autres humains, normalement, du contenu et échanger par commentaire, par message privé, etc., etc. C'est vrai que l'IA est arrivée, comme d'ailleurs la réalité virtuelle était arrivée. On pensait que ça allait être révolutionnaire. Au final, aujourd'hui, Facebook a supprimé tous les budgets par rapport à la réalité virtuelle. Ça n'a pas bien marché. Est-ce que c'était trop tôt ? Est-ce que... Il y a plein de possibilités. Ce qui est sûr, c'est qu'en plus, ça allait agrandir les inégalités parce qu'il fallait acheter quand même un casque, ou en tout cas avoir déjà Internet. Tu vois, il y a quand même plein de choses, mais c'est un autre sujet. L'IA, je pense vraiment que c'est un outil, que ça change et ça va changer nos usages et peut-être nous rendre plus productifs, ou en tout cas nous laisser justement ce côté créatif humain à rajouter.
Donc ça peut être intéressant. Maintenant, pour te répondre très clairement, non, je ne pense pas que ça va remplacer des humains. Je pense vraiment que c'est une aide au quotidien sur les images, sur la rédaction de texte. Enfin, tu vois, il y a plein de possibilités. Mais je le vois plutôt comme un gain de productivité. Ouais. C'est mon avis personnel aussi. Je trouve que il n'y a pas de crainte à se dire qu'on va se faire remplacer parce que quand ma famille sont maraîchers de base, quand les tracteurs sont arrivés, ils ne se sont pas dit on va perdre notre job. Exactement. En fait, ils ont juste fait x10 sur leur productivité d'avant et ils avaient juste plus mal au dos, ou moins. Et je trouve que l'IA, c'est pareil, à une échelle beaucoup plus grande parce qu'elle touche des milliards de personnes et c'est ça qui fait flipper, mais ça reste un outil. Du coup, la suite de la question, c'est au final, quand on voit cette IA arriver, cet outil arriver, si toi tu le considères comme un outil, peut-être que les plateformes qui vont recevoir toute cette attention, elles le considèrent comme un filtre, comme une espèce de remplacement, parce qu'on avait vu ces dramas où OpenAI devait faire la modération de base. Donc en fait, l'humain devient une espèce de fusible pour créer l'IA qui est potentiellement meilleur que l'humain, mais à un moment, il faut forcément avoir une ressource humaine de base qui va l'utiliser. Et du coup, ça pose pas mal de problèmes d'éthique. Et donc, comment est-ce que vous vous dites, quand vous développez les features dans votre entreprise, Swelo, non, là, ça va trop loin. Non, là, il faut qu'on leur laisse plus de pouvoir créatif. Là, on a trop écrit. Là, on a trop pris la main. Là, tous les posts commencent à se ressembler parce qu'on a poussé le curseur trop loin. C'est toute une histoire de curseur. C'est toi qui le poses. C'est une vision. Comment ça se passe ? Juste pour rebondir sur ce que tu as dit à la fin, on a déjà remarqué dans des écoles en France des personnes qui ont utilisé de l'IA pour répondre à un devoir, donc 3-4 personnes. Le fond était identique, la forme était un peu différente, mais on s'en a aperçu que c'était fait via l'IA et ça a été interdit d'ailleurs depuis pour répondre à des devoirs. Donc tu vois, c'est des cas concrets que tu cites, hein, c'est pas des potentiels. Alors nous, c'est aussi une bonne question. Est-ce que je vais avoir une réponse complète ? Je ne sais pas. Mais je pense qu'effectivement, il faut déjà se dire que chez Swelo, on fait la nuance entre de la programmation et de l'automatisation, depuis toujours. Automatisation, c'est plus, comme son nom l'indique, des choses qui sont faites automatiquement, via des algos, via des services, où il y a moins l'humain qui a sa place. On pourrait le faire, techniquement parlant, il n'y a pas de sujet. Mais c'est juste que nous, on a fait le choix d'aller sur la programmation. On laisse la main aux personnes, aux humains, personnes physiques, de valider, invalider, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. J'ai un exemple d'ailleurs très concret sur l'automatisation. Il y a un de nos concurrents qui a automatisé la publication de ses posts via des flux RSS. Un jour, on publie un article sur un des blogs qu'ils avaient dans leur flux RSS, ça s'est publié sur leur compte. Bon, c'est la petite blague à chaque fois que je sors, mais c'est vrai, tu vois. Donc, et c'est vrai que nous, ce côté programmation, il y a quand même un humain qui valide et qui dit ça je le veux, ça je le veux pas, ça je modifie pas pour telle ou telle raison. Après, ça lui est propre. Sur l'IA, c'est un peu pareil. C'est que même si on va faire des propositions, on va rien automatiser. Donc on pourrait, dans cette histoire de marronnier, il y aurait encore 10 000 autres idées à développer. Mais on pourrait dire, voilà, on vous propose, et c'est vraiment la personne qui choisit et qui modifie derrière. Parce que, encore une fois, chaque réseau social a ses codes et a ses cibles. Tu vois, sur Twitter, ça va être beaucoup plus court, même si elle est trade maintenant, mais ça va être beaucoup plus court. Sur LinkedIn, peut-être un peu plus... story-télé, voilà, j'allais dire romancé, mais c'est exactement ça, story-télé. Donc bon, il y a quand même besoin, à mes yeux, d'avoir une présence humaine. Maintenant, le curseur, je pense qu'on va le mettre en fonction, et on fait ça depuis toujours, en fonction des retours de nos utilisateurs, de nos clients. C'est ce que j'allais dire. On a plein d'outils sur Swelo pour connaître les souhaits de nos clients. En fonction, on développe telle ou telle fonctionnalité tous les trimestres. Quand on fait notre point roadmap, là, c'est la même chose. Une fois qu'on sort une fonctionnalité, d'ailleurs, je crois que ça a duré, ça fait 1 mois et demi que c'est sorti. Je pense que le premier mois, on a laissé ça. On avait mis en dessous de la feature pour les hashtags. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Tu vois, savoir est-ce que c'est bien, pas bien. L'idée, c'est d'avancer ensemble. Et ça nous est déjà arrivé de tester des choses. Au final, ça marche pas trop. On réajuste ou on supprime. Très rarement, mais ça peut arriver. Donc, je pense que le curseur se trouve ensemble. Tu vois. Et on rajoute après petit à petit en fonction des besoins. Ça aussi, c'est important. Parce que, en tant que, je vais dire pionnier, mais parce que par manque de mots spécifiques, mais en tant que pionnier et en tant que... C'est vous qui faites pousser le curseur trop loin. C'est pas les utilisateurs qui ont la possibilité de dire moi je vais changer quelque chose.
c'est vous en tant qu'outil et en tant que plateforme qui allez dire « Ok, on va super loin », mais ce qu'il faut avoir, c'est peut-être ce retour-là de dire « Ok, on va pousser le curseur là, mais vous nous dites si c'est trop loin, on revient. » Parce que ce n'est pas les utilisateurs qui vont te demander d'aller trop loin. Mais par contre, c'est toi en tant que visionnaire et en tant que créateur de l'entreprise et créateur des features qui doit prendre des fois le risque de sortir un outil, de sortir une feature qui est en dehors des codes ou en dehors des habitudes pour pouvoir être novateur aussi. C'est vrai. Novateur et contre-éthique, la limite est très fine, quoi, tu vois. C'est vrai, après, on n'essaie pas forcément d'aller trop loin, mais d'aller là où on pense que c'est tu vois, le mieux, quoi. Okay. D'autant plus, on a un avantage, c'est qu'on crée un outil pour les communicants, de manière générale, social media manager, community manager, chargé de com, et il y en a plusieurs chez nous, en interne. Moi-même, je suis communicant. Enfin, tu vois, je veux dire, Vous êtes vos premiers utilisateurs. Voilà, donc du coup, c'est vrai que sur ce genre de feature très spécifique, on va réfléchir ensemble, savoir est-ce que ça peut être utile ou pas. Parce que généralement, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, on développe des fonctionnalités avec nos utilisateurs, avec nos clients, selon leurs demandes. D'autres fois, alors c'est pas le cas des hashtags, là c'était demandé, tu vois, cette fonctionnalité-là. Mais d'autres fois, peut-être celle sur les marronniers, peut-être même que nos clients, ils n'ont même pas pensé en fait à ce qu'on développe, enfin, ou à ce qu'on puisse développer cette fonctionnalité-là. Donc c'est vrai que des fois, on va faire des propositions, on met le curseur là où on pense que c'est le mieux, le plus idéal par rapport aux besoins des communicants en général, par rapport à notre culture finalement, et après, on l'ajuste en fonction. Est-ce que c'est pas assez? Est-ce qu'on peut faire mieux, tu vois? Mais on revient toujours à ce que je disais d'ailleurs en intro sur Clock Tweets, l'ancien Swelo. MVP, Minimum Valuable Product, tu vois, là, les hashtags, on l'a sorti, mais c'est pas encore relié au meilleur hashtag sur tel ou tel réseau. D'accord. Mais c'est là, tu vois, ça marche déjà en V1. Donc on essaie, est-ce qu'on doit aller plus loin, pas plus, enfin, tu vois. Et c'est un peu ça me fait penser à... Alors la citation va être pas exacte, mais je crois que c'est Ford qui disait si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, on serait encore aux chevaux. Ouais, bien sûr. Du coup, c'est un peu ton job de pousser le truc dans la communication pour aussi développer des nouvelles choses, quoi. Carrément. Donc ça c'est super intéressant parce que ça veut dire que quand même l'essence de ton de job de créateur d'entreprise et des personnes qui sont passées sur le podcast, c'est de pousser et de créer. Et donc ça, cette création-là, elle est quand même opposée à l'IA, l'IA fait des magnifiques moyennes sur des trous dans la raquette auxquels on n'a pas pensé, qui crée des articles sur des sujets qui n'existaient pas. Mais par contre, on a eu 2 chercheurs sur l'IA qui expliquaient que vraiment c'est un rond sur lequel on pouvait faire une infinité de moyennes là où il y avait des trous dans la raquette. Mais ça, rester de l'IA, c'était toujours de faire des moyennes avec des modèles de probabilité. Et du coup, nous, notre job d'humain, ça va être d'étendre cette raquette ou de créer des choses en dehors de la raquette. Et du coup, ça nous donne toujours cette valeur ajoutée et d'utiliser l'IA comme un outil. Exactement. Et comment est-ce que vous dites que vous avez une valeur ajoutée, par exemple, sur toutes vos générations de features? Tu parlais de roadmap tout à l'heure. C'est quoi la prio? Du coup, vu que les utilisateurs, on vient de le dire, ils ne savent pas forcément ce que vous êtes capable de produire, c'est vous, votre petit groupe de 13, où vous représentez un petit peu la communication. Vous dites, OK, ça va être prio. Et est-ce que tu aurais, par exemple, un exemple où vous avez super bien réussi à prédire quels étaient les besoins et un truc où vous avez sorti une feature dont personne n'avait envie et vous avez dû la supprimer le lendemain parce que vous avez mis des efforts dans un truc inutile, tu vois. C'est aussi le risque de la créativité, quoi. C'est un mélange de tout. C'est-à-dire que c'est en grande partie des demandes de nos clients, de nos utilisateurs. On utilise un outil qui s'appelle Note, où en gros, chaque utilisateur, chaque client peut proposer une fonctionnalité et les autres clients peuvent voter sur cette fonctionnalité-là, en mode upvote. Trop bien. Donc c'est très chouette parce que du coup, ça te montre la quantité de personnes qui... La tier list des features. C'est ça. Donc déjà, on prend énormément en considération cette liste-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, ça va être notre groupe de 13, notre veille, la culture qu'on a par rapport au sujet actuel, ce qui est possible de faire techniquement parlant, par rapport aux autres priorités qui sont déjà en cours sur le projet. Donc ça, on le prend aussi en compte. Et troisième axe, ça va être la discussion avec des groupes d'utilisateurs beaucoup plus privés, enfin, tu vois, du one-to-one. Alors, c'est pas forcément des choses qu'on va faire de base, parce que nous recrutons actuellement un product designer, donc du coup ce sera aussi une de ces tâches d'aller discuter avec nos clients pour savoir ce qui bloque, ce qui fonctionne en termes d'UX, tu vois, etc.
Mais c'est vrai que quand on en a l'occasion, notamment au support, on essaie de discuter avec nos clients pour savoir, ok, bon voilà, où est-ce que vous voulez aller ? Est-ce que il y a quelque chose très précisément qui vous manque ? Ou alors d'ailleurs, et ça existe aussi, on pose ces questions-là aux personnes qui partent. Tu vois ? D'ailleurs, c'est dans le formulaire quand tu pars, c'est qu'est-ce qui te manque finalement. Et donc en fait, quand tu additionnes à la fois le besoin de nos utilisateurs de manière quantitative, de manière plus privée, alors c'est pas qualitatif forcément parce que c'est aussi très qualitatif, voilà, mais plus privé. Notre culture et aussi un peu ce qui se passe dans le monde, tu vois, comme quand, enfin là l'IA arrive de manière très exponentielle, on en parle de plus en plus. Il y avait la réalité virtuelle, bon nous on n'est pas allé vers là, mais c'est vrai qu'on est là un peu à l'affût sur notre veille, sur tous les gros sujets. Mais on fait un mix de tout ça et tous les trimestres on se dit ok, on va développer la première et la deuxième fonctionnalité les deux qui sont le plus demandées en fait sur Nolt, parce que ça tombe bien, c'est les deux aussi qui sont demandés par les clients qu'on a eu au téléphone, et on pense que là il y a peut-être quelque chose à faire. Tu vois, il y a peut-être un truc à faire. Bon, on teste, on voit, MVP, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Donc tu te gardes, là, si on prend les chiffres, tu te gardes genre 20-30% de risque. C'est ça. Ou de prise de risque en tout cas. C'est ça, en sachant que dans le quotidien de nos équipes, tout le monde a déjà un temps de formation, mais aussi un temps de veille. Tu vois, où on se dit, d'accord, pour innover, ce que tu disais un peu tout à l'heure, pour innover, il faut du temps aussi, tu vois, il faut du temps de recherche, de discussion, de qu'est-ce que font nos concurrents aussi, tu vois, même si on s'entend super bien avec eux, on essaie un peu de voir aussi dans quelle direction ils peuvent aller, etc. Donc, c'est vraiment un mix de tout qui fait qu'on va prendre telle ou telle décision de nouvelles fonctionnalités. Ok, trop cool. Je crois qu'on a vraiment compris comment vous faites pour les features, ce que vous avez de prévu, etc. Et en tant qu'humain, toi, utilisateur de l'IA, j'imagine, est-ce que tu aurais des case studies de comment toi tu t'en sers, qu'est-ce qui t'a manqué ou qu'est-ce qui a été exceptionnel dans ton usage de l'IA là, sur les récents mois ? Alors, je ne l'utilise pas encore assez, je pense. Ok. Mais, créateur, mais pas utilisateur. C'est ça, oui, c'est vrai, des fois ça arrive. Mais il y a quand même des cas où je me dis, c'est quand même fort. Là, j'en ai un tout de suite qui me vient en tête, avec Photoshop. Je ne sais pas si tu as vu la dernière mise à jour de Photoshop. Et tu vois, tu as une image, tu peux demander de générer ce que tu veux autour, ça se fait en quelques minutes. Enfin, il faut se dire quand même, quand on remonte un peu dans le temps, là, on est quand on l'utilise, on est sur un ordinateur déjà qui va très vite. Avant, ça mettait 1000 ans juste pour avoir X ou Y chose. Et là, on te génère quelque chose en IA qui est très réaliste en moins d'une minute. Tu fais quand même, c'est fou dans quel monde on est aujourd'hui, quoi. Enfin, ça, pour le coup, je trouve ça super positif et c'est fou, quoi. Et donc, sur Photoshop, ce cas d'usage est très intéressant parce que je vois ma copine travaille dans la communication et doit des fois prendre en photo des objets physiques. Et tu sais, mince, tu arrives sur ton outil et tu fais, en fait, il manque un objet pour mettre dans le contexte, etc. Avant, tu re-shootes, tu vas prendre ton objet, tu refais. Là, en fait, tu demandes à l'IA de le faire directement. Et tu dis, OK, gain de temps. En plus, c'est fou. Moi, je trouve ça me passionne. Tu vois, je trouve ça fou. Il y a d'autres utilisations. Alors, c'est un peu dans le même contexte, hein, toujours dans le visuel. Mais on a vu une campagne là qui est sortie de Undies. Je sais pas si tu as suivi. Campagne liée à l'IA. Donc, ils ont fait le choix de faire une vidéo qui est totalement réelle. Mais les affiches promotionnelles des maillots, donc c'était pour une campagne d'été, c'était généré par l'IA et c'était marqué sur justement cette affiche générée par l'IA. Alors je sais plus par quel outil, mais sûrement Midjourney ou autre, quoi. Et je trouve ça intéressant aussi de se dire, même les grandes marques commencent un peu à se l'approprier. Est-ce que ça va rester ou pas ? Parce que pareil pour la réalité virtuelle, il y avait des grandes marques qui avaient tenté de se l'approprier. Les NFT, tous les buzzwords pareil, qui ont composé. Mais tout le monde va surfer les vagues, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que ceux qui arrivent à les intégrer dans les usages, c'est ceux qui les gardent. C'est ça. Et un autre cas, là, j'ai vu dans un journal, je crois que c'était le JDD, ils ont fait une interview d'une personne et toutes les images, toutes les photos de cette personne étaient générées par une IA, la couverture incluse. Et tu fais OK, c'est intéressant. Tu vois. Alors, je pense qu'il ne faut pas aller jusque-là et que tout soit généré par des IA, sinon ça a moins de sens et justement on va perdre ce côté humain, notamment sur le visuel. Mais intéressant de se dire, ils ont pris le risque, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont pris le risque de faire quelque chose qui sort un peu du cadre et je trouve ça intéressant de voir ça. Après de manière générale, tout ce qui est rédaction, tout ce qui est rédactionnel, résumé aussi, ça moi je trouve ça assez intéressant. Tu as un gros paragraphe, là j'avais vu récemment, tu as des CGU. Tu prends les CGU, tu les envoies sur ChatGPT, tu dis qu'est-ce qui peut être pénalisable pour moi, tu vois.
genre il te sort en français, enfin tu précises tout bien avec ton prompt et tout, mais et genre en vrai, trop intéressant. Ça marche trop. Alors après, t'as toujours le truc, moi je me dis, mais est-ce qu'il passe pas à côté de quelque chose? Ouais, tu vois, la confiance, sur du le degré de confiance. Ouais, tu vois. Mais en tout cas, voilà, il y a plein d'usages pour en citer encore plein. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un outil qui fait gagner du temps au quotidien. Trop cool. Toi, si tu devais donner un degré de confiance, avant que tu répondes, on en avait parlé avec Guillaume Aubèche sur le premier épisode. On avait parlé de l'exemple de la médecine. Aujourd'hui, c'est plutôt une question de quantité et de chiffres, parce qu'on a 8 milliards de personnes. Donc, quand on a 3 milliards de scans où on sait que cette petite tache noire, c'est forcément un cancer, mais même moi, je fais plus confiance aux 3 milliards de scans qui sont dans une base de données qu'une IA va regarder, plutôt qu'un médecin qui peut être fatigué, malade, avoir son chat qui est mort la veille, et tous les problèmes de l'humanité de base. Donc ça, c'est une des problématiques, c'est quel est ton degré de confiance avec l'IA, et si tu devais leur donner une note sur 10, t'es à combien là? Pour les CGU là? Je vais pas pouvoir répondre. Tu refais lire par un avocat ou tu envoies et tu signes les CGU en mode ok? Ça dépend du risque. Déjà, ça dépend pourquoi. Ouais. Mais non, j'ai pas de réponse concrète à donner parce que j'ai pas assez de recul. C'est ce qui nous manque, je trouve d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est normal. Mais en même temps, c'est tellement fait pour évoluer aussi. Tu vois, genre, moi, j'aurais pas répondu le même chiffre il y a 3 mois qu'aujourd'hui en plus. Donc c'est vrai que si je dois parler de confiance, je vais peut-être avoir plus de confiance sur des choses que je peux vérifier tout de suite. Je sais pas, un résumé d'un livre par exemple, bon bah je peux regarder la 4e de couve, est-ce que c'est cohérent? Enfin, je vais pas forcément le faire, mais tu vois ce que je veux dire. Sur d'autres petites choses que je peux vérifier de suite où je me dis bah si non bah ça bien sûr. Okay. Plutôt que sur des choses plus touchy, tu vois, des CGU. Donc pour l'instant, on est assez bas niveau confiance. Je sais pas si on est assez bas. Je pense que ça dépend du cas. J'ai besoin de prendre un peu de recul, normal. Ce qui est normal. Je veux pas m'embarquer sur une note. Je sais pas. Non, mais t'embarques pas sur une note. Moi, j'ai des potes qui sont absolument fanatiques et qui me disent mais 5 sur 5, tout ce que j'ai jamais sorti dans mes cours, dans ma boîte, à mon taf, etc., tout ça aurait pu être remplacé par l'IA. Quand j'ai fait les tests, ils envoyaient les messages Slack qu'ils recevaient de leur boss à ChatGPT en donnant juste un contexte de j'ai 23 ans, je suis communicant dans telle entreprise de tel domaine. Et ils envoyaient le message Slack et ensuite ils donnaient la réponse. Okay. Et ils regardaient par rapport à ce qu'eux avaient produit. Ils disaient il n'y a aucun monde où je ne fais pas confiance. Et du coup, ils sont à 10 sur 10. Mais après, c'est sûr que tu vois, genre dans des domaines. J'aime beaucoup dire que dans la communication, il n'y a pas d'urgence. Tu vois, on est vraiment c'est pas parce que la vidéo elle va être publiée le lendemain que le monde va en mourir. Tu vois. Alors que dans la médecine, il y a une vraie urgence et des vrais drames potentiels s'il y a des retards, des loupés, etc. Donc nous, dans notre domaine de communication, dire qu'on a 10 sur 10 de confiance, c'est un petit peu simple et un peu simpliste. Je pense qu'il faut nuancer. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile de dire qu'on a de la confiance sur du rédactionnel de posts Instagram que sur de la confiance sur des trucs de médecine. Trop cool. Merci beaucoup, Jonathan. C'était super sympa. On a parlé de Swelo, de comment vous l'utilisez pour... développer des features IA, comment vous utilisez l'IA en interne et comment toi en tant qu'humain tu te débrouilles dans cette nouvelle vague. Moi je suis ravi de cet épisode. Écoute, moi aussi. Alors, est-ce que tu veux un petit mot de la fin? Juste rajouter quelque chose parce que je trouve que c'est un sujet intéressant sur l'IA et les réseaux sociaux. C'est que c'est un outil, ça marche bien, mais j'ai aussi des petites craintes. Ah vas-y. Tu vois, on a vu, et tu en parlais tout à l'heure, des images qui ont été publiées via sur les réseaux sociaux. Le pape. Oui, il y en a plein. Franchement, il y en a plein. Mais là, il y a eu aussi, pendant les manifestations, etc., des choses qui sont sorties. Et la crainte que j'ai pas la solution. Est-ce qu'il faut mettre des marqueurs qui peuvent indiquer que ça, c'est de l'IA ou au contraire que ça, c'est une vraie photo? Enfin, je sais pas. Mais ça a rajouté, je trouve, la publication de ces images générées par l'IA. Ça a rajouté une dose de fake news qui existe déjà fortement, notamment sur Twitter, avec des personnes qui, et moi des fois le premier aussi, tu vois, qui savent pas forcément déceler le vrai du faux parce que c'est très compliqué en fait de déceler le vrai du faux. Il y a la FPI qui était sur le coup, qui a regardé, mais là, regardez, il y a 7 éléments, la personne a 6 doigts, c'est un peu 7 doigts, 8 doigts, enfin tu vois, ça c'est peut-être un peu de l'IA. Donc juste des craintes par rapport à ça, sur d'une part tout ce qui est fake news, tout ce qui est image tellement bien générée qu'on pense que c'est réel, donc du coup ça a des risques. Et une autre crainte, ça va être sur le droit d'auteur. On sait que typiquement ChatGPT va checker Internet en fait, et va faire une sorte de
mélange. Mais quelle est la place du droit d'auteur par rapport à ce que va prendre ChatGPT? Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être aussi intéressant de creuser. J'ai pas de réponse, mais je me pose ces questions-là sur la suite, Totalement. autant sur de l'image que sur du texte. Parce que voilà, ça reste intéressant sur les réseaux sociaux de l'utiliser comme outil pour ces médias-là, pour le texte, pour les images. Qu'est-ce que ça va devenir? Mais c'est vrai que ces deux gros trous de législation qui pour l'instant sont pas répondus. Et on a d'un côté les ArtStation qui permettent aux artistes de dire je ne veux pas que ce soit copié par une IA. Et on a de l'autre côté d'autres artistes comme des artistes musicaux qui disent toutes les personnes qui veulent faire des remixes avec ma musique, avec l'IA, je veux juste 50% des droits. Et du coup, tu as des artistes qui disent ouais, mais t'étais censé être avec nous, pourquoi tu leur donnes le droit? Et donc ça, c'est les usages qui évoluent. Et je pense qu'effectivement, il n'y a pas de réponse à ces deux trucs-là. Et pour avoir une petite communauté sur Discord de 200 personnes, je les mentionne quasiment à chaque épisode, mais il y a Lolo et Ben sur le Discord qui ont pris une 50aine d'images de moi et qui en ont fait un LoRa pour générer des images. Et du coup, ils peuvent me mettre absolument où ils veulent. Ils peuvent générer Jean-Baptiste n'importe où. Et tu vois, genre, niveau sécurité, c'est pas forcément top. Ouais, droit à l'image aussi, tu vois. Je suis un peu contre faire ça, mais en même temps, ça me permet, moi, de me rendre compte. Ils sont bien intentionnés, ils sont super drôles, ils me font des conneries et tout. Mais du coup, c'est quand même des grosses questions qui se posent en se disant, en fait, le premier random qui va prendre une 50aine de captures d'écran sur mon Instagram peut faire la même chose que ce qu'ont fait Lolo et Ben sur mon Discord. Du coup, c'est quoi les punitions? Il n'y a pas eu encore de drame, donc il n'y a pas d'antécédent, il n'y a pas de jurisprudence. Est-ce que la France va du coup bannir Midjourney quand il y aura un drame? Parce que c'est souvent comme ça que ça arrive. On bannit l'outil pour un drame ponctuel. Et donc ouais, tout ça, c'est des super questions. J'avoue que j'ai hâte de pouvoir y répondre dans 6 mois. Ouais, carrément. Un an, on verra. Carrément. Trop voilà, cool. C'est le petit plus et encore merci, bien sûr. Avec plaisir, Jonathan. Merci beaucoup. Merci à toi. À plus. Salut.